Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être au grand rendez-vous ce soir. On se retrouve à tout à l'heure pour le menu de votre émission. Alors, au grand rendez-vous ce soir, que retenir? On va recevoir sur ce plateau Marlise Moncho. Elle est formatrice TIC pour parler de femmes rurales et numériques, développement d'applications. Est-ce un atout? On l'aura donc tout à l'heure pour nous donner toutes les précisions. Nous aurons tout à l'heure Marcel Effon comme expert. Il est coach en développement personnel pour nous donner toutes les informations liées à notre développement personnel. Beauté au pluriel reçoit Tatiana Boton. Elle est conseillère mode et beauté pour parler mariage, comme les images déjà que nous envoie notre réalisateur de ce soir, Gilles Armel Gbeirin. Mariage, on aura toutes les informations sur la robe de la mariée. Mesdames et messieurs, on va entrer tout de suite en liaison avec Nadej Sani de la rédaction de BB24 pour le menu du 19h45. Nadej, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'annoncer. Au menu du 19h45 ce soir, les performances réalisées au niveau de la douane béninoise. Les recettes du premier trimestre sont en hausse par rapport à la même période en 2017. On va inscrire désormais le nom de Wilfried Justin Adelacon parmi les auteurs littéraires béninois. Il a présenté au public son ouvrage intitulé « Pourquoi pas moi ?» C'était samedi dernier à l'UAC. De jeunes agronomes se mettent ensemble pour créer un centre-école. Ils offrent aux jeunes une formation pratique en entrepreneuriat. Nous irons à leur rencontre. Merci donc à vous, Nadej Sani. On va se retrouver tout à l'heure pour le développement de tous ces sujets énumérés tantôt. Mesdames et messieurs, on va tout de suite installer le plateau de Autant Savoir pour recevoir Agnat Bello et son invité. Femmes rurales et numériques, développement d'applications, est-ce que c'est un atout pour ces dames du domaine ou des zones rurales? Nous allons suivre ce reportage réalisé par Agnat Bello sur le numérique célébré par les femmes du domaine en semaine passée, précisément le 8 mars dernier. On suit le reportage, on revient pour recevoir elle et son invité. Utiliser le numérique comme outil de synergie pour le mieux-être de la femme béninoise. C'est bien possible. Les femmes du ministère de l'économie numérique y ont été sensibilisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes qui sont dans un domaine aussi challengé que celui de l'économie numérique ont justement besoin de comprendre quels sont
les responsables de leur propre épanouissement, qu'elles ne doivent pas attendre que cela vienne d'une personne extérieure ou d'une conjoncture particulière, mais qu'elles-mêmes elles peuvent être artisans donc de leur réussite. Quand vous êtes femme et quel que soit le domaine d'activité, avec le numérique, vous pouvez toucher une cible donnée et augmenter votre chiffre d'affaires. Une femme qui vend des produits, par exemple, dans un quartier, si on va vers elle, on lui parle du numérique, comment est-ce qu'aujourd'hui la révolution technologique peut la mener à pouvoir, par exemple, déjà créer une page Facebook avec son WhatsApp qu'elle utilise. Voilà, je vends telle chose et puis ça peut apporter tel... Donc ça va l'aider à toucher un monde énorme. Selon le rapport Women and the Web d'Intel et datant de 2012, les pays en développement pourraient voir leur PIB augmenter de 13 à 18 milliards de dollars en doublant seulement le nombre de femmes et de filles connectées à Internet. Et c'est consciente de toutes les opportunités d'épanouissement pour la femme qu'offre le numérique que Aurélie Soulé-Adam-Zoumarou, ministre de l'économie numérique, a décidé de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Le message que j'aurai à l'endroit des autres femmes qui veulent donc jouir des bénéfices de ces outils numériques, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être ouverte justement, d'être agile comme on dit dans notre secteur, pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles compétences que ces outils numériques peuvent apporter. Le secteur de l'économie numérique est un secteur transversal qui touche l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui et qui leur permet d'optimiser leur processus, d'améliorer leur productivité. Et aujourd'hui, ensemble avec les femmes, ce sont de ces questions dont nous avons discuté et nous avons ensemble convenu que nous allons agir dans le sens de porter l'économie numérique plus haut, encore plus haut dans notre pays et de transformer la vie des Béninois grâce à une économie numérique de référence. Le manque d'accès aux technologies, des connaissances techniques, d'autonomie et d'infrastructures adéquates sont autant de freins à l'utilisation efficiente du numérique par les femmes béninoises. Mais cela ne saurait être une excuse pour rester en marge du développement avec le numérique. Et on est avec Marlise Moncho, consultant et formatrice en TIC. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'inviter sur votre plateau. Bon, c'est notre devoir de mettre à nu ou d'apporter plus de visibilité sur tous ceux-là qui émergent dans notre pays. Je crois que vous êtes quand même... je ne dirais pas une personnalité, mais une des dames. Non, entre réalistes, je suppose que vous vous connaissez. Agnès ne pas jusqu'à ce point. D'accord. Je ne vous vends pas alors sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, Agnès qui s'est déjà introduite dans le débat. Donc, on était hier avec Elodie à Kotosodé. Oui. On parle encore de numérique, mais aujourd'hui avec Marlise Moncho. Avec Marlise Moncho, et aujourd'hui, le thème est un peu plus spécifique. Nous allons parler des femmes rurales. Vous savez que j'aime pas trop ce mot, mais j'ai essayé de lui trouver un synonyme en vain. Femmes rurales et numériques, oui. Développement d'applications ENATOUR. Ce sera notre fil conducteur tout au long de cette discussion sur ce plateau. Déjà, je vous remercie, Madame Moncho, d'être sur ce plateau. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, le numérique a vraiment beaucoup d'opportunités à apporter aux femmes? Okay. Merci, Madame Agnès. Avant de venir à votre question, je pourrais dire que de nos jours, les TIC sont, je dirais, incontournables pour le développement de tout pays. Incontournable. Oui, incontournable, carrément. Oui, carrément. Un pays ne peut plus se développer de nos jours sans avoir recours au TIC. Et les TIC, on constate que c'est devient de plus en plus transversaux. Ça se retrouve dans tous les domaines d'activité. Et parlant spécifiquement des femmes, surtout de la femme africaine, vous savez avec moi que nos communautés africaines sont composées de plus de 50% des femmes, donc la majorité sont des femmes et elles sont multitâches, elles sont dans tous les domaines d'activité, presque tous les domaines d'activité, elles sont des artisans, elles sont avec leur petit commerce et au même moment elles doivent aussi s'occuper du foyer. Donc au final, elles font beaucoup de choses en même temps, des fois des choses qui les épuisent et elles n'ont pas le rendement qu'il faut.
puisque tout homme est limité, comme on le dit. Est-ce que le numérique pourrait davantage les amener à gérer toutes ces tâches-là à la fois? Exactement. Donc, d'où vient le numérique? Le numérique vient, en fait, pour accroître ce qu'ils font. Elle peut le faire en peu de temps et avoir des résultats remarquables. Elle déploie moins de force, mais elles ont leurs résultats. Elle peut plus, grâce au numérique, passer plus de temps avec leurs enfants au foyer et aussi gérer en même temps leurs activités. D'accord. Alors, quand on parle numérique, quand on parle TIC, on parle d'abord d'outils, on parle de technologie et il faut dire que cela a été prouvé que la plupart des femmes, ici surtout en Afrique, la plupart des femmes, surtout quand elles sont rurales, n'ont pas accès aux technologies. Est-ce que cela ne pourrait pas davantage limiter justement leur rendement avec le numérique? Oui, bon, vous avez raison. Effectivement, dans nos communautés africaines, les femmes rurales n'ont pas vraiment accès au numérique. Puisque pour être même plus spécifique, je pourrais dire qu'on parle de trois fractures, puisque nous avons déjà la première fracture où même tous les pays africains en général, les pays sous-développés ont moins accès au numérique que les pays développés. Et même si on parle maintenant, on attaque le genre, les hommes ont la facilité d'avoir accès au numérique que les femmes. Et parlant maintenant des régions, ceux qui sont en ville grâce aux infrastructures qui sont installées ont plus d'accès aux outils numériques que ceux qui sont dans... Donc pour vous, ces femmes rurales sont 3 fois plus limitées. Exactement, elles sont 3 fois plus limitées. Pour donner un petit exemple, par exemple dans nos villages, nous savons que par exemple il faut faire une grande distance avant d'avoir accès, par exemple, à un cyber, pour pouvoir se connecter à l'Internet. On n'a pas une facilité d'avoir accès à l'infrastructure comme dans nos villes où à chaque 100 mètres ou 200 mètres, nous pouvons avoir un cyber. Et vous êtes sans savoir que dans nos cultures africaines, la femme n'a pas encore cette liberté de parcourir, par exemple, une très longue distance et autres. Et nous savons que dans nos villages, dans nos zones rurales, cette culture existe toujours, même si ce n'est pas encore disparu. On parle d'émancipation et tout, ça n'a pas encore atteint ces zones-là. Et pourtant, on dit qu'avec la connexion, les femmes sont plus fortes. La connexion est un moyen pour elles d'être ensemble et tout pouvoir affronter les difficultés du quotidien ensemble. Cela passe également par le développement d'applications adaptées justement à ces femmes-là. C'est-à-dire même quand elles y ont accès, finalement, les technologies et les applications qui existent ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins, à ce qu'elles recherchent en y venant. Est-ce que pour vous, c'est aussi une limite? Oui, c'est une... Je dirais même c'est une grande limite, puisque vous savez avec moi que dans nos zones rurales, les femmes ne sont pas trop... L'analphabétisme bat son plein. Donc, il faudrait que les applications soient réellement adaptées pour, par exemple, permettre à la femme qui n'est même pas allée à l'école de pouvoir l'utiliser. Si, par exemple, la femme est analphabète et on lui amène une application qui a besoin des connaissances, d'être éduquée avant de l'utiliser, elle ne pourra pas le faire. Donc, c'est l'un des obstacles aussi qu'on remarque en matière de limites en ce qui concerne l'accès des femmes au numérique. Alors, je rappelle que sur ce plateau, vous êtes experte en numérique, mais vous êtes aussi formatrice en TIC. Et s'il vous arrive à vous d'aller vers ces contrées-là, avec quelles applications, avec quels outils vous allez communiquer avec ces femmes pour pouvoir les amener, ne pas rester en marge, comme le dit le reportage du développement avec le numérique. Ok. Si Marie, d'abord, pour aller dans ces zones, on ne peut pas du coup aller directement avec une application. La première étape à faire, c'est d'abord d'aller voir ce dont elles ont besoin. C'est vrai que si, comme je suis une béninoise, je peux déjà imaginer ce dont elles ont besoin et maintenant de créer des applications qui soient réellement adaptées. Et par exemple, en premier, on sait déjà que dans nos zones rurales, les femmes ne sont pas éduquées, elles ne savent pas lire et écrire. Donc d'abord, si je dois faire une application, ça doit être par exemple dans nos langues locales, par exemple le fond
Ce qui n'existe pas encore, oui, mais ça existe déjà. Même quand elles sont, comment dirais-je, analphabètes, comprendre la langue ne veut pas dire pouvoir écrire, pouvoir dialoguer, pouvoir interagir dans la langue locale. Parce que pour ça aussi, il faut être alphabétisé, c'est autre chose. Oui, c'est vrai, mais ça serait déjà un plus. Si par exemple, faire une application dans nos langues locales, c'est déjà un pas. Aussi, par exemple, on peut également faire des applications adaptées, par exemple, en utilisant assez d'images. D'accord. Oui, et aussi, même au-delà de tout cela, dès qu'on fait une application adaptée, il y a toujours une phase de formation où on doit aussi initier, par exemple, ces femmes à l'utilisation de ces applications. D'accord. Mais est-ce que cela intéresse nos développeurs? Est-ce que déjà nous avons des applications Made in Benin qui vont à l'endroit de ces femmes? C'est vrai que nous avons de plus en plus de développeurs qui essaient d'étoffer le contenu local ici au Bénin, mais est-ce qu'il y a des applications qui vont à l'endroit de cette cible précise? Oui, il doit en avoir, j'en suis sûre, mais je n'en connais pas très particulièrement à citer ici maintenant. Mais je ne vois pas le problème vraiment en termes de est-ce que ça intéresse vraiment nos développeurs. Ça les intéresse, j'en suis sûre. Mais le véritable problème, c'est le revenu, le profit. Puisque de nos jours, on voit que le profit n'est pas assez. Assez. Oui. Parce que ces femmes ne pourront pas payer peut-être le juste prix de l'application et tout. Donc, il faudrait, je dirais que pour pouvoir vraiment inciter à avoir ces genres d'applications, je peux voir le problème sur deux autres. Le premier autre, c'est qu'il faut un accompagnement des gouvernants, des dirigeants et aussi un accompagnement de l'État central. Exactement. C'est-à-dire peut-être une initiative globale. Exactement. Pour accompagner ces applications et ces développements d'applications. Également un accompagnement, par exemple, nous voyons des organismes internationaux qui souvent, par exemple, priment des gens, incitent au développement de ces applications. Donc, déjà, ça serait un grand pas puisqu'ils vont apporter une partie que la population ne pourra pas apporter. Maintenant, l'autre chose, il faut que nos développeurs soient aussi patriotes. Il faut qu'ils se disent que c'est vrai, ils vont développer. Elles ne pourront pas réellement payer le prix, mais on le fait pour le pays, pour l'avancée du pays. Puisqu'il faudrait qu'on crée ces genres d'applications. Puisque de nos jours, on remarque qu'en matière de contenu, l'Afrique et surtout le Bénin est presque inexistant sur l'échiquier international. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que la femme rurale, elle est prête à utiliser ces applications? Ça, c'est une grande question. Bien sûr. Ce sont des applications qui sont adaptées à ses besoins. C'est possible d'adapter ces applications. Est-ce que c'est d'abord possible d'adapter ces applications-là à ses besoins? C'est la grande question. Bien sûr. Parce que moi, pour faire peut-être pratique, peut-être est-ce qu'il faudrait créer une application pour dire à la femme rurale qui va lui mentionner dans telle zone, il y a de l'eau potable qu'on peut aller chercher. Ou je me demande quel type d'application? Je crois que c'est pour ça que vous avez tantôt parlé d'abord d'une étude. Oui, ça dépend de la zone. Comprendre un peu cette femme-là dans telle zone, quels sont ses besoins immédiats. Par exemple, je prends tout juste une application qui existe déjà dans certains pays sur la santé, surtout les femmes qui sont enceintes. Puisqu'on remarque que surtout celles qui sont à leur première grossesse ont souvent de difficultés à suivre ou bien des fois se paniquent pour peu de choses ou ne se paniquent pas quand il le faut. Donc, grâce à une petite application que des pays en ont développée à l'endroit des femmes rurales, ça permet de suivre leur grossesse jusqu'à leur accouchement. Donc, c'est juste avec leur téléphone portable, mais pas besoin d'être des smartphones, juste elle envoie des SMS et l'application lui rappelle, par exemple, lui envoie des SMS ou des fois l'appelle automatiquement pour lui rappeler ses visites chez le médecin. Par exemple, l'application le met en réseau avec d'autres femmes plus expérimentées ou quand elle a besoin de quelque chose, elle sait que si j'appuie ça va appeler de manière automatique telle femme à qui je peux, par exemple, poser des questions sur ce que j'ai
Je vois, la chose est possible. Oui, bien sûr. La chose est possible, mais là, vous voulez de citer une application qui n'a pas été faite ici, fabriquée. Voilà. Moi, je prône pour du contenu local béninois pour les Béninois. Mais on en est encore loin, n'est-ce pas, Madame Monchor? Oui, Très loin. c'est vrai. Et pourtant, hein, vous êtes formateur antique, vous formez des femmes antiques, vous formez des hommes antiques. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ces applications-là que vous mettez sur le marché ne tiennent pas vraiment compte de nos réalités? Et ce sera votre dernière question. Oui, ma dernière question sur ce plateau. C'est un peu, je crois que je l'avais déjà dit ici et tantôt, c'est parce que de nos jours, on voit que d'abord, avec le numérique, on sait qu'on a l'accès au monde, donc on peut même rester ici et développer des applications pour le monde entier. Exactement. Et on remarque que ces applications développées au niveau local, on n'a pas réellement le marché qu'il faut, on n'a pas réellement des gens qui sont prêts à payer le prix qu'il faut. Donc, dans le souci de quête du profit, amène certains développeurs à ne même pas penser à cela, puisqu'on voit que, par exemple, au Bénin, notre population, c'est, par exemple, moins de 10 millions, environ 10 millions. Si je développe une application, combien de personnes va réellement l'utiliser si c'est réellement uniquement pour le Bénin? D'accord. C'est pour on a cela que ce ne sera pas assez rentable de ne proposer que des applications pour les Béninois. C'est exactement. Donc, c'est pour cela que je dis que si on doit réellement développer ces applications, il faut qu'au-delà du soutien des gouvernants et des institutions internationales, que le développeur sache que c'est le patriotisme, sache que c'est juste un don. Patriotique. Exactement. Donc, à ce moment, le développeur ne pourra pas seulement rechercher son profit, mais au-delà de son profit personnel, rechercher le profit de toute la nation. Oui. D'accord. Heureuse d'annoncer, ce sera tout sur ce plateau. Oui. Je crois que ça a été démontré que le développement d'applications justement adaptées typiquement aux femmes rurales sera un atout pour les amener à utiliser le numérique pour le développement personnel. Heureuse d'annoncer, merci à vous de nous avoir reçus sur ce plateau. Et ce sera Madame tout Monchor, pour, j'espère qu'on vous aura pour d'autres thématiques aussi intéressantes. C'est toujours bon de voir des femmes qui se battent dans le numérique. Merci à vous. Et oui. Donc, on était donc avec Marlise Monchor, consultante et formatrice en TIC, qui nous parlait des femmes rurales et numériques. Le développement d'applications, c'est un atout. Et oui, elle nous a confirmé cela, même s'il reste assez de choses à faire pour y arriver dans notre pays. Ça existe dans d'autres pays, c'est bien possible chez nous également. Agnate Bello, demain, on ne parle pas de femmes ni de TIC. Non, demain c'est la journée. Voilà, on parle de la journée de la courtoisie au volant. D'accord, 14 mars, journée de la courtoisie au volant. Oui. On va en parler avec un expert du CNSR certainement. Si, un expert du CNSR. D'accord, on va prendre le rendez-vous. Alors là, mesdames et messieurs, après Autant Savoir, on va recevoir ici même Adonis Bon dans ActuWeb. Nous sommes donc avec Adonis. Ça fait un bail, hein? Oui, c'était intéressant, le congé sabbatique. Ah, intéressant. Oui. Mais vous avez manqué aux téléspectateurs, je vous le dis. Ah, c'est intéressant, c'est touchant de le savoir. Alors, Adonis, même vous si êtes je ne vous ai encore pas là? manqué, c'est pas grave. Ah non, bon. D'ailleurs, à quoi ça me sert de vous avoir à mes côtés? À rien. Bon, je m'absente demain. Ça fait votre problème, Adonis. En ce qui est sûr, vous êtes là aujourd'hui. Et on va parler de ces sujets-là que vous avez pu obtenir sur la toile. Entre autres, WhatsApp, une nouvelle initiative. Avenant, une heure en fait, pour effacer. En fait, avec la nouvelle mise à jour qui est seulement disponible sur iOS, c'est-à-dire iPhone, iMac et autres, oui. WhatsApp offre maintenant la possibilité aux abonnés 1 heure pour pouvoir effacer le message qu'ils avaient envoyé. Entre-temps, c'était... ouais, parce qu'il arrive des moments où on envoie des messages, et ça c'était une erreur. Oui. Mais ils nous avaient accordé 7 minutes en temps. Après 7 minutes, vous avez jusqu'à 7 minutes pour effacer le message. Maintenant, c'est jusqu'à 1 heure de temps. Mais c'est seulement disponible pour iOS en attendant. Non, là, c'est pas encore généralisé. Non, n'est pas encore venu sur Android, mais pour le moment, c'est les iPhones qui sont priorisés. Ils sont priorisés. Oui. Mais est-ce que vous avez eu des commentaires? Non, l'information, c'est une information que j'apporte aux téléspectateurs. Tout simplement, oui. D'accord. L'autre information, l'ONU accuse Facebook d'avoir propagé la haine contre les Rohingyas en Birmanie. Oui, eh bien, c'est Marzuki Darusman, président de la mission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies en Birmanie, qui l'a déclaré que Facebook
a contribué de manière substantielle au niveau d'acrimonie et de dissension, de conflits au sein de la population birmane, c'est-à-dire les Rohingyas. En ce qui concerne la situation birmane, les réseaux sociaux, c'est Facebook, comme il l'a dit précisément. L'escalade de la violence a contraint plus de 650 000 musulmans Rohingyas à fuir de l'autre côté de la frontière vers le Bangladesh. Ça, on en a parlé un temps sur le plateau ici, l'histoire de... Jusqu'à ce que le pape même en a fait écart, il s'est même déplacé en Birmanie pour pouvoir évoquer cette situation. Facebook est une source d'information majeure pour les Birmanes où la plateforme a été utilisée pour susciter l'indignation du public contre les Rohingyas. Elle a été utilisée pour véhiculer des messages publics, mais nous savons que les bouddhistes ultranationaux ont leur propre réseau Facebook et autres. Donc, cet expert de la mission accuse Facebook d'avoir été le média par lequel les autres populations ont entraîné l'indignation sur les Rohingyas, développé la haine sur les Rohingyas. Et quelle a été la réaction de Facebook? Facebook, dans un communiqué, a dit que le réseau prône plutôt et contre cette valeur de haine, de se défendre normalement, même si on vous accuse, vous devez se défendre. Ça, c'est clair. Oui. Ben, là, une information beaucoup plus religieuse et qui me fait un tic là. Au Vatican, il y a des manifestations de religieuses contre les travaux auxquels elles sont soumises. Oui. En fait, ma soeur ont marché à la veille de la fête de la journée de la femme, pour pouvoir s'insurger. Et ça s'est passé au Vatican. Donc, il y a eu également une journée internationale de la femme chez les religieuses. Non, pas en fait, elles ont marché avant. Avant, oui, à la veille. Quand on est à des tâches subalternes en raison de l'ESS, des nonnes du Vatican dénoncent les conditions de travail parfois indignes qui font leur quotidien. Plusieurs religieuses de la cité papale se sont exprimées le 1er mars pour dénoncer l'asservissement des nonnes au sein de l'Église. Elles dénoncent entre autres leur non-accès à certains postes dans l'Église catholique et elles sont cantonnées pour souvent des tâches ménagères. Très souvent, les sœurs sont asservies par l'Église. Certaines servent dans les habitations privées des évêques ou des cardinaux. Elles se lèvent avant l'aube et préparent le petit déjeuner. Elles ne font que se coucher qu'une fois que le dîner a été servi, malgré la maison rangée, le linge repassé, a ainsi raconté une religieuse sur un média. Le tout pour un salaire dérisoire, foyer inexistant, sans être invité à partager la table avec les religieux. C'est ça. Et la réaction du Vatican, non, il n'y a pas de nom. Sinon, il y a une sœur qui a dénoncé qu'il y a ses collègues qui ont des diplômes de docteur, mais qui sont devenus des ménagères. Bon, elles sont religieuses, non? Elles sont docteurs en théologie, mais qui sont envoyées du jour au lendemain faire la cuisine et la lessive. C'est ce qu'elle a dit, hein. C'est ça pour interpréter ces mots. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Oui. Mais est-ce qu'il y a des commentaires d'internautes et autres face à leur poste? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Oui. Et donc, ce sera tout pour... Je vous donne une information qui a circulé déjà entre-temps. Vous savez qu'il est interdit de tacler le président. Bien sûr. Eh bien, je vous donne l'information de l'administrateur de Kiremba et son adjoint, chargé du sport, ont été écroués pour complot contre le chef de l'État. Ça s'est passé au Burundi. Le chef de l'État burundais. En fait, c'est un footballeur. Il y avait un match amical et il y avait des jeunes Congolais qui ont été recrutés dans l'équipe adverse. Eux, ils ne savaient pas qu'il ne faut pas s'approcher du président à moins de 3 mètres. Il faut laisser le président quand il est avec la balle, mais ils ne le savaient pas. Ils ont taclé, ils ont ridoyé le président. Mais le chef d'arrondissement et son adjoint ont été écroués pour n'avoir pas donné les règles. C'est vrai, nous avons eu l'information, effectivement. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas eu des réactions? On veut les réactions ici pour voir un peu. Ça ne peut pas passer sous silence, c'est sûr. Après, mais la partie qui m'a le plus fait rire, c'est juste que c'est l'arbitre qui dit: si vous ne laissez pas son excellence marquer le but, vous allez jouer jusqu'à demain. Alors là, les gars, laissez l'excellence marquer le but pour arrêter après 90 minutes ou quelques minutes après. Voilà, merci quand même Adonis pour ces informations. On espère vous avoir encore demain pour d'autres sujets. Je l'espère aussi. Et ce sera donc tout pour ActuWeb. On va retrouver Adonis demain si tout va bien. Mais en attendant, mesdames et messieurs, on va accueillir sur ce même plateau l'expert, ou si bien, je dirais l'experte. Voilà.
Donc, l'experte de ce soir, Evelyne Sagboran, elle est journaliste à Radio Alafia. Vous la voyez déjà, une collègue que je retrouve sur le plateau. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Evelyne, comment on va? Bonjour, heureuse, le plaisir est partagé. C'est partagé, d'accord. Alors, on parle de femmes et médias. Et oui, c'est vrai que le 8 mars, c'est passé, oui. Mais n'empêche, on va s'intéresser à ce secteur d'activité-là. Et on se demande si la femme arrive à concilier le travail et le foyer. La femme journaliste, vous en êtes une. Alors, dites-nous déjà, vous, journaliste, est-ce que c'est facile pour vous de l'être? Journaliste, est-ce que c'est facile? Je ne vais pas tout de go dire que c'est facile et je ne dirai pas non plus que c'est difficile. Parce que, comme on le dit, la vie est un choix. Vous opérez un choix, vous l'assumez jusqu'au bout. Bon, ça c'est pour ces dames vaillantes, pour ces femmes qui sont préparées pour toutes les difficultés qui vont se présenter à elles. Oui, en tout cas, quel que soit le secteur dans lequel vous intervenez dans la vie, il faut se dire que c'est un choix que j'ai opéré. Quelles que soient les difficultés qui vont arriver, il faut quand même que je fasse tout pour y faire face. Ce n'est pas que quelque chose est déjà gagné d'avance et ce n'est pas aussi que quelque chose est perdu d'avance. D'avance, n'est-ce pas? Mais est-ce à dire que, à travers vos propos, on peut comprendre que des difficultés existent? Oh, des difficultés, il y en a partout, mais des difficultés en tant que femme de médias, il y en a aussi beaucoup. Et je peux dire que vous savez à quelle heure peut-être vous sortez de chez vous, mais vous ne savez pas à quelle heure vous y rentrez. Et là, déjà, c'est déjà une petite difficulté. Encore que si vous êtes plutôt seul, c'est gérable. Si vous avez des enfants, ça devient compliqué. C'est toute une autre réalité. Ou même si vous n'avez pas des enfants et que vous êtes avec votre homme, qui peut-être n'a pas une vision aussi large de la chose, c'est encore compliqué. Donc, c'est à vous de savoir gérer et de vous en sortir. Votre cas à vous, est-ce qu'on peut parler un peu de Evelyne Sagboran, femme journaliste? Parler de Evelyne Sagboran, femme journaliste, je dirais que j'y fais face comme j'ai l'habitude, je suis en train de le dire déjà. C'est vrai que moi, je ne suis pas encore totalement dans la phase avec les enfants, mais les difficultés avec mon homme, attention, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas aussi du monde journalistique, donc il n'y maîtrise pas beaucoup de choses. Il faut que je dise à chaque fois, cette semaine, vous savez, à Radio Bénin Alafia, nous sommes sur les deux médias, et sur la radio et sur la télé. Donc, il faut que je dise, cette semaine, je suis à la radio, l'autre semaine, je suis à la télé. Donc, il faut que j'aménage à chaque fois mon programme pour qu'il en sache quelque chose, pour savoir comment on aborde cette semaine. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais on s'y met de toutes les façons. N'est-ce pas? Et on se demande, lorsqu'il y aura maintenant les enfants... Oh, bon, je me prépare davantage parce que même si je ne suis pas avec mes propres enfants déjà, mais j'ai des enfants à la maison qui peut-être sont là pour me préparer à la chose. Donc, j'essaie de gérer, mais quand je vois, peut-être je jette un peu un coup d'œil sur le cas de mes collègues qui ont déjà des enfants. Je dis, c'est pas du tout facile et il faut surtout prier, est-ce que je vais dire ça? Oui. Avoir un homme qui vous comprend. Parce que si cet homme-là ne vous comprend pas, c'est pas du tout gérable. Et si vous ne savez pas faire, on risque de vous étiqueter. Les femmes journalistes ne restent pas au foyer. On risque de vous étiqueter. Parce que, voilà, vous êtes avec quelqu'un,
qui ne comprend pas réellement les réalités qui sont les vôtres. Et pour l'amener à comprendre, il faut aussi être très stratège. Oui. Sinon, ça ne marche pas. Là, au moins, on a eu les contraintes, les difficultés auxquelles la femme journaliste elle est confrontée déjà au niveau de son foyer maintenant. Au niveau de son activité même, au niveau du domaine sur le terrain, est-ce que c'est facile pour la femme d'avoir les informations et tout? Là aussi, il faut développer d'autres stratégies. Alors là, il faut comprendre que la femme journaliste, elle est une femme stratège. En tout cas, là aussi, il faut développer parce que, vous savez, pour recevoir de quelqu'un, il faut des manières. Si vous n'avez pas de manières, vous ne pouvez pas y arriver. Si vous venez, vous voulez... Et lorsque vous parlez de manières, qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Oui, quand je parle des manières, c'est d'abord l'éducation, le respect de l'autre, le savoir parler à l'autre. Si vous n'avez pas de ces manies, vous ne pouvez pas. La chose peut vous appartenir, mais pour l'obtenir de l'autre, il faut savoir y aller. Et comment vous procédez? Je sais que vous faites des reportages initiés. Comment vous procédez face à vos intervenants pour déjà qu'ils acceptent réagir sur le sujet et tout? C'est comme je le disais tout à l'heure, même si la personne n'est pas totalement partante, il faut l'amener à comprendre et tout ça, c'est dans le parler. Oui, c'est dans le parler. Arriver à convaincre la personne pour qu'elle accepte. Puisqu'il y a des gens, on les connaît compétents dans le domaine, mais il suffit juste de dire que c'est la télé. Ils sont tout de suite sceptiques à pouvoir s'exprimer. Ou bien il faut seulement leur tendre le micro, même un enregistreur, et tout de suite, ils n'y arrivent plus. Donc, alors, hors micro, hors caméra, ils arrivent bien à s'exprimer. Donc, il faut arriver à convaincre la personne. Le tout, c'est dans le savoir-faire. Il n'y a pas une méthode standard qu'il faut suivre pour y aller. Chacun a sa manière de le faire. Et chacun y va avec ses moyens. Ses moyens. Comme le dirait l'autre, la théorie, c'est autre. La pratique, totalement. La théorie, c'est tout autre. La pratique, c'en est une autre. Mais alors, que dire de ces hommes-là, même des médias, qui pensent que la femme journaliste, elle a plus de facilité que l'homme journaliste? Déjà à accéder à l'information et à d'autres choses encore. Non, vous savez, ça c'est une perception globale des choses. On sait que les hommes m'en excusent, la femme devant un homme a beaucoup plus de facilité à obtenir de lui qu'un homme qui se... Donc, comment le dire, les choses négatives? C'est la nature, c'est la nature qui est ainsi faite, donc on n'y peut rien par rapport. Mais vous savez, il y a des femmes qui n'aiment souvent pas aller peut-être à la rencontre des femmes. Parce qu'entre femmes, on n'arrive pas trop à se comprendre. Mais avec un homme, on y arrive. Donc, c'est une question de... Je ne sais pas, c'est la nature. C'est la nature, c'est naturel. Il ne faudrait pas que ces hommes-là fassent une jalousie. Non, mais il faut savoir, il faut aussi dire, est-ce qu'ils en sont jaloux? Je ne peux pas le dire tout de go, mais je sais. Parce que oui, il faut dire que sur certains terrains, carrément, les hommes, même des responsables, vous demandent, bon, je propose que telle heureuse ou... Toi, en tant que femme, tu y ailles. Là, c'est sûr d'avoir l'information. Oui, c'est ce que je dis parce qu'ils en savent quelque chose. Ils sont hommes, ils en savent quelque chose. Ils ont étudié ce que je vais dire, la nature de l'homme, et ils en savent quelque chose. Ils en savent quelque chose. C'est en fait ça le problème. La femme a finalement plus de facilité, hein? Oui, ben que ça soit dans le domaine journalistique ou pas. La femme a plus de facilité, mais la femme mue d'ouverture d'esprit, du savoir-faire, a encore plus de chance. A encore plus de chance. Mais est-ce que la société aujourd'hui, quelle est la vision, la lecture de la société aujourd'hui de la femme journaliste? Oui, de façon globale, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de savoir gérer, c'est une question de vécu, parce que si la femme qui
aime son travail. Parce que la femme, si elle aime quelque chose, elle la défend jusqu'au bout. Vous savez? Donc, si la femme peut-être se retrouve avec un homme qui ne veut pas l'accompagner, la femme journaliste, bien sûr, qui ne veut pas l'accompagner dans ses agissements, dans ses envies, dans ses prises de décision au plan professionnel, oui. Vous savez, elle risque de tout lâcher, quelles que soient les années, quel que soit tout ce qui est fondé, tout ce qu'elle a eu à fonder avec cet homme. Et peut-être la famille, la société, ne comprenant pas tout ce qu'elle a eu à essayer de faire comprendre et qui n'ont pas peut-être pris. Vous comprenez? Donc, si ces personnes-là n'ont pas une vision de tout ce qu'elle a eu à jouer comme rôle, mais selon vous, face aux critiques, à tout ce qu'on dit, au retour que vous avez oui. De tout ce qui est dit, oui. Est-ce que vous pensez que la société a une bonne image de la femme journaliste? La société n'a peut-être pas une bonne image de la femme journaliste, mais c'est la femme journaliste elle-même qui va amener la société à l'accepter, à comprendre, à avoir une autre vision d'elle. C'est tout le problème qui se pose. Est-ce que quelque part la femme également n'a pas un rôle à jouer? La femme journaliste n'a pas un rôle à jouer déjà pour se faire accepter dans la société? Pour se faire accepter dans la société. Ou déjà faire changer cette image que la société a d'elle, comme vous le dites. Oui, justement, c'est d'abord en supportant les difficultés. Parce que si vous n'arrivez pas à supporter, quand même, vous n'allez quand même pas, entre autres, hein, on ne va pas obliger quelqu'un à vivre ce qu'il ne veut pas. Donc, si la société doit changer, doit avoir une autre vision de la femme journaliste, ça dépend d'abord de nous-mêmes et de la façon dont nous leur expliquons ce que nous avons à faire, ce qu'est notre devoir en tant que femme journaliste, les contraintes du métier. Si vous êtes avec un homme qui comprend, qui vous connaît, femme journaliste, je crois qu'il va s'y mettre. Mais ce n'est pas tous les hommes qui comprennent. Et c'est peut-être pas... Peut-être vous êtes à BB24 aujourd'hui. Les contraintes de BB24 ne sont pas peut-être les mêmes que sur Radio Bénin Alafia. C'est encore que la télé et la radio, ce n'est pas les mêmes réalités. La pression qu'on a peut-être à la télé pour avoir les images, pour monter ceci, je n'ai pas cette pression-là à la télé, à la radio. Puisque à la radio, moi, je tends mon enregistreur à quelqu'un dans les 2 minutes qui suivent. Si je veux avoir un son, je l'ai. Mais il faut que j'appelle le cadre, s'il te plaît, il faut numériser, il faut que je trouve un banc. C'est tout un tas de problèmes. C'est tout un tas de problèmes. Oh, franchement, merci quand même à vous, Evelyne et Sagouran, journaliste à Radio Bénin Alafia. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais quand même que vous donnez quelques conseils à ces jeunes femmes qui, voilà, avant de terminer très rapidement, à ces jeunes dames qui souhaitent quand même embrasser ce chemin-là. Oh, en quelques secondes. Je vais surtout leur demander d'être convaincus d'abord du monde journalistique, de savoir où ils vont. Ce n'est pas parce que je vois peut-être Heureuse Danondé à la télé et elle me paraît jolie, il faut que je m'y mette. Non, il faut d'abord aller découvrir ce qu'on appelle journaliste et ce qu'on appelle femme journaliste. Parce que, en tout et pour tout, nous sommes en Afrique et les raisons de la société nous obligent à être et femme au foyer et à être femme avec les droits de l'homme aujourd'hui, à être femme travailleuse. Voilà. Donc, il faut quand même savoir où l'on va pour savoir où mettre les pieds. Merci beaucoup, Evelyne Sagouran, journaliste à Radio Bénin Alafia, avec elle on parle de femmes et médias, oui, vie et responsabilité. Et ce sera tout pour Espère de ce soir. On va recevoir, on va lancer. Peggy Bagidi, oui, ma chef d'édition, je comprends. Calmos, comme le diraient les autres. Voilà, on va retourner l'antenne à la rédaction de B24 pour le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Les recettes douanières au premier trimestre 2018 sont en hausse par rapport à celles de l'année antérieure. Cette amélioration des ressources financières sont la résultante de nouvelles stratégies mises en place. Peu importe d'où l'on vient et malgré l'adversité, tout est possible à celui qui y croit. C'est le résumé de l'ouvrage littéraire de 114 pages rédigé par Wilfried Justin Adelacon. On en saura davantage dans un instant. Faire acquérir aux jeunes des outils professionnels en entrepreneuriat agricole, leur permettant de bâtir leur projet, c'est la raison d'être du centre de formation initié par une équipe de jeunes agronomes. Nous irons à leur rencontre. L'administration des douanes béninoises a procédé à un bilan à mi-parcours de ses activités. À la fin février 2018, les recettes ont connu une nette amélioration par rapport à l'année passée. Les disciples de Saint-Mathieu ne comptent pas dormir sur le laurier. De nouvelles stratégies de mobilisation des ressources ont été définies. Alessis Kenom, Rock Akoino. Un cérémonial des couleurs sous le cachet du point des réalisations douanières à fin février 2018. Les disciples de Saint-Mathieu, venus des différentes recettes départementales, se soumettent à l'exercice. Pour un objectif de 400 milliards 500 millions de francs CFA à atteindre au titre de l'année 2018, les résultats des 2 premiers mois de l'année comparés à ceux de la même période en 2017 sont assez élogieux. En 2017, nous avons eu 46 milliards 019. Et pour le compte de 2018, nous sommes à 48 milliards 935, soit un taux d'accroissement de 6,34%. Nous avons plus de 3 milliards de surplus. Ces 2 mois ont consacré à une... Le directeur général s'en félicite ses collaborateurs et les encourage à rester dans la même dynamique, celle de booster les recettes pour un dépassement des prévisions. Mais des contre-performances, il y en a eu aussi au niveau de certains postes. À tour de rôle, les responsables des unités concernées en ont exposé les raisons. Les unes liées à la conjoncture économique, les autres à l'incivisme des contribuables. Des recommandations, ils en ont eu à cet effet. Des réflexions sur l'amélioration de la base taxale des douanes ont été faites, ainsi que le point des saisies opéré au niveau de toutes les unités douanières au titre de l'année 2018. Célébrer la femme, c'est bien le sujet au cœur des débats depuis le 8 mars. Les femmes professionnelles des médias n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition. Elles se sont réunies ce samedi dans la salle de conférence de la Cour d'appel pour partager des moments de joie, mais surtout de réflexion. Au-delà des atouts professionnels d'une femme, quel devrait être son rôle dans la société? Élément de réponse avec Daniel Ada, Marcel Betoro et Marcela Rossi. De la joie, il y en a eu. De la gaieté, on pouvait lire sur les visages. Visiblement, ces femmes sont conquises. Réunies autour de la coordonnatrice de la CFU, l'agente féminine des professionnels des médias a célébré le 8 mars la Journée internationale de la femme. Je suis très contente d'être à cette soirée. Je félicite toutes ces dames dans le comité d'organisation qui ont pu tenir le pari et organiser cette soirée. Elles ne sont pas à la première soirée. Mes impressions sont bonnes. Vous voyez, c'est la joie, c'est la fête. Et je rends hommage à toutes les femmes du monde entier, particulièrement les femmes béninoises des médias. Mais elles sont femmes prioritairement dans les médias. Elles ont voulu le révéler, elles ont voulu l'affirmer et c'est une très belle fête. Pour la coordonnatrice, cette soirée est organisée avant tout pour célébrer le professionnalisme et la bravoure des femmes journalistes. C'est en réalité une journée de réflexion par laquelle la femme, qu'elle appartienne à un groupe ou non, doit réfléchir sur sa condition de vie. Nous devons tisser le fil pour ne pas rompre la chaîne qui a abouti à la célébration du 8 mars.
Au-delà du caractère festif, un accent particulier a été mis sur le rôle de la femme dans la société. Mais la femme doit savoir qu'en elle, il y a l'animos qui est l'homme et l'anima qui est femme. Et savoir mettre l'équilibre, faire l'équilibre entre cet animos et l'anima fera d'elle une femme équilibrée. La femme n'a pas besoin de réclamer. Quand elle sait qui elle est, elle s'impose simplement. La femme dans la société, au-delà de son travail, au-delà de sa profession, au-delà de sa formation, est appelée à être une femme de foyer. Une forte présence des hommes aux côtés de ces femmes a rehaussé l'éclat de la cérémonie. Un 8 mars célébré sur une note de satisfaction avec espoir d'être féministe tant qu'il le faudra. Se faire former en entrepreneuriat agricole est bel et bien possible. Au Bénin, une équipe de jeunes agronomes s'est engagée à travers la création d'un centre-école. Ces jeunes offrent une formation pratique à tous ceux qui désirent s'investir dans la production agricole. Koudous Abdoulaye est allé à leur rencontre. Un centre-école sous la direction d'une équipe de jeunes agronomes où s'enseignent les techniques pour entreprendre la production agricole. De la préparation du sol en passant par la réalisation d'une pépinière, tout est planifié pour assurer à l'apprenant l'arsenal nécessaire afin qu'il s'engage efficacement dans la production agricole. Nous avons des planches de lecture et le système de production utilisé ici, c'est un système intégré. Nous utilisons aussi bien les engrais chimiques et les engrais organiques, mais à différentes étapes de la production. Pour la production de laitue, s'il s'agit de la consommation, si un stagiaire vient ici, après un cycle de production, c'est-à-dire au bout d'un mois, il peut lui-même déjà arriver chez lui, compte tenu de tout ce qu'on lui a appris ici, mettre en place une unité pour produire de la laitue. Un centre d'enseignement des techniques de production agricole avec en toile de fond la diversification. À côté des plants maraîchers, ces bacs hors sol pour donner à l'apprenant le goût de la pisciculture. Nous faisons ici de l'élevage de clarias en bac hors sol. Vous avez devant vous un système de bac hors sol de 10 mètres cubes dans lesquels nous avons installé des filets moustiquaires pour l'alevinage. Avec notre système de production ici en bac hors sol, nous produisons du clarias à raison de 1,5 tonnes. Donc 750 kg par bâche de 10 mètres cubes. Et nous les revendons à des consommateurs directs et aussi à des revendeuses qui quittent très loin et qui viennent s'en approprier. C'est un centre d'innovation, c'est-à-dire nous mettons des systèmes, nous faisons un système d'innovation que les gens n'ont pas sur leur site. Et le site ici, c'est le site qui accueille les formateurs. Nous avons d'autres sites qui sont un peu, par exemple des sites à Kwaou, Oueto, à Tokran. Ce qui nous a poussé à mettre en place cette ferme est l'entrepreneuriat agricole dans lequel nous nous sommes lancés pour accompagner le développement de l'agriculture. Nous recevons beaucoup plus les étudiants des différentes écoles agronomiques et aussi des gens qui veulent s'investir dans l'agriculture, comprendre les systèmes de production et participer à l'amélioration de la sécurité nutritionnelle dans les milieux urbains. Soutenir des initiatives du genre pourrait aider le Bénin à devenir une véritable puissance agricole. C'est en présence de plusieurs étudiants de l'UAC et de jeunes entrepreneurs que Wilfried Justin Adelacon a lancé samedi dernier son deuxième ouvrage littéraire intitulé « Pourquoi pas moi ». Le jeune écrivain se positionne comme un guide de motivation et d'impact pour la jeunesse. Alexis Kenom, Patrick Adjagbodjou était au lancement. Reportage. Wilfried Justin Adelacon est un jeune écrivain béninois. Il enrichit à nouveau la bibliographie des ouvrages en développement personnel. Pourquoi pas moi est sa deuxième parution dans l'univers littéraire. L'œuvre de l'auteur est une exhortation. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut nécessairement qu'il y ait des pauvres et des riches. Je dis qu'ensemble, on peut être tous des riches. J'ai vécu une enfance vraiment compliquée et je me suis dit, à travers mon exemple, parce qu'il y a d'autres également qui traversent des situations plus difficiles que moi. Donc c'est pour moi l'occasion
de donner de l'espoir à ces gens-là, pour leur dire que peu importe les péripéties de la vie, vous pouvez y arriver. D'où l'idée qui m'est venue et de choisir le titre « Pourquoi pas moi ». Face à la peur d'agir et de se décider, Wilfried Adelakun invite les jeunes à s'accrocher à leurs rêves. Quand vous lisez mes ouvrages, vous vous sentez là-dedans. Tous ceux qui ont lu mes ouvrages m'ont fait un retour. Monsieur Wilfried Adelakun, vous êtes à féliciter. Je me suis senti dans votre ouvrage. On a tous le droit d'être heureux. On a tous le droit à une vie professionnelle accomplie. Que nous ayons une famille prolétaire, une famille, comme on le dit dans notre jargon littéralement, qui n'a pas les moyens financiers, on peut réussir. Cet ouvrage de 114 pages est riche de par le style singulier de l'auteur, son approche digeste et accessible au lecteur. Le seul secret pour réussir selon lui réside dans le travail bien fait et la volonté personnelle d'aller de l'avant malgré l'âge et les obstacles. Le volume moyen hebdomadaire des opérations sur le marché interbancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a enregistré une baisse en rythme mensuel. Ceci à une hauteur de 44 milliards de francs CFA au cours du mois de janvier 2018. L'Institut d'émission signale que ces opérations interbancaires, toutes maturités confondues, s'est établi à 318 milliards de francs CFA en janvier 2018 contre 361 milliards de francs CFA en décembre 2017, soit une baisse de 12,1%. Malgré la réhabilitation de 5 groupes thermiques qui ont permis d'avoir une puissance additionnelle de 300 MW, le Burkina connaîtra un déficit de 50 MW en période de pointe. Selon le directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina, cette période va s'étendre de mars à mai 2018. À mai 2018. Pour pallier ce déficit énergétique, un projet a été lancé depuis décembre 2017. Il pourra contribuer à satisfaire 25% de la demande en période de pointe. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci à vous, Nada Sani. À demain pour d'autres informations. Alors, mesdames et messieurs, le seul plateau qui nous reste avant de boucler le grand rendez-vous aujourd'hui, c'est Beauté au pluriel. Beauté au pluriel propose vous apporter toutes les informations sur la robe de mariée. Et oui, on aura tout à l'heure Tatiana Agboton à Sogba. Voilà, vous la voyez d'ailleurs. Alors, conseillère mode beauté, Tatiana, merci d'être là. Bonsoir. On va poursuivre les échanges tout à l'heure après avoir suivi ce reportage, mesdames et messieurs. Avoir une personne disponible capable de planifier et d'organiser un mariage, c'est aujourd'hui possible à Cotonou grâce au service d'un wedding planner. Nous aidons les gens à amener leur mariage à bien. Ils viennent vers nous, en l'occurrence pour les conseils, le choix de la robe. On les aide à choisir la robe selon l'individu. Parce qu'une mariée, par exemple, qui est corpulente comme moi, ne peut pas porter la robe d'une mariée svelte, d'une femme svelte. Donc, le choix de la robe varie selon la morphologie de la cliente. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches, une association a récemment vu le jour et compte plus de 20 membres. On demande souvent aux étudiantes d'avoir vraiment la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Parce que les clients vous traitent comme si vous étiez les boys. Ils oublient au fait. Et il faut avoir la patience. Parce que la cliente peut crier sur toi. Tu n'es pas sa domestique. S'offrir les services d'un wedding planner est idéal pour cette génération de femmes très occupées qui doivent concilier vie professionnelle et vie de famille. J'ai une amie qui a été satisfaite de leurs prestations et je suis venue aussi parce que j'ai un mariage en vue et j'aimerais profiter de la prestation de madame, qu'elle puisse organiser mon mariage en passant par la robe jusqu'à la décoration.
Le wedding planner tire son origine de la culture américaine. Aux États-Unis, on estime à 75% les mariages organisés par les wedding planners contre 20% en France. Le Nigeria détient quant à lui le meilleur record en Afrique où le métier est en pleine expansion. Il y a les Béninois qui viennent de l'extérieur pour venir se marier. Eux là, c'est systématique parce que c'est déjà une culture qui est là-bas. Donc c'est systématique. Maintenant, de bouche à oreille, il y a un wedding planner qui a organisé mon mariage. Le wedding planner est certes très indispensable pour la réussite d'un mariage, mais s'offrir ses services n'est pas chose aisée. Son prix varie selon le budget du client et la qualité des prestations dépend de son portefeuille. Ce métier nécessite tout de même un minimum de formation professionnelle, bien sûr, pour garantir aux clients des services de qualité. Quand on commence par parler du wedding planner, les futurs mariés ont comme l'impression qu'en réalité, on vient pour gonfler leur budget, alors qu'en réalité, le wedding planner, c'est cette personne-là qui devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur, mais à un coût intéressant. Voilà, on retrouve donc Tatiana pour échanger sur le sujet. On parle de mariage, tout sur la robe de mariée. Et parlons déjà de la robe de mariée, on en a eu plusieurs à travers le reportage. Et on se demande finalement, qu'est-ce que la robe de mariée? Alors, la robe de mariée, de façon traditionnelle, est une robe qu'on porte tout simplement pour son mariage. Alors, en fonction des coutumes et en fonction des règles dans le pays où on est, les bases peuvent changer. Donc voilà, donc en général, la robe de nos jours, elle est blanche pour le mariage. Voilà. En général, on a quand même eu, à travers les images, des robes roses. Voilà. Il y a même des robes femmes noires qui portent des robes noires. Oui, bien sûr. Alors, en fait, aujourd'hui, déjà avec la mode, aujourd'hui, on peut porter tout type de couleurs pour son mariage. Tant et que si on est ouvert d'esprit et que ceux qui vous entourent sont ouverts d'esprit. Dans l'ancien temps, par exemple, lorsque vous épousez un veuf, vous portez une robe noire. Voilà. Il y a de plus en plus... Lorsque vous épousez un veuf, c'est-à-dire un monsieur qui a déjà été marié, vous portez une robe noire. Donc, qui n'a plus de femme, enfin sa femme est décédée, et qui se remarie. Oui. Dans l'Antiquité, on portait des robes noires, malgré que ce soit un jour heureux, mais on marque que le monsieur, il avait déjà une femme et que vous êtes en train de faire une reprise ici, on va dire. Alors, on va ainsi dire. Alors aussi, la robe noire peut être un effet de mode, parce qu'on a envie de faire les choses différemment, ou parce que ça a un volet un peu psychologique pour soi. Je donne juste un exemple, une dame qui a eu un passé difficile et qui veut recommencer sa vie. Oui. Peut dire j'enterre mon ancienne vie, donc pour moi ça a une valeur émotionnelle et sentimentale d'avoir une robe noire pour mon mariage. Mais c'est pas une ouverture d'esprit qui est déjà arrivée dans nos pays ici, parce que le noir de façon standard symboliserait le deuil. Sinon la robe peut être de toutes les couleurs à partir du moment où on se l'approprie. On se l'approprie. Mais est-ce que la robe de mariée doit nécessairement avoir une traîne? Alors, la robe de mariée, déjà, il y a différents types de robes de mariée. Donc, vous avez la robe princesse qui est un intemporel. Donc, la robe qui marque à la taille, fait le gonflant, voilà, qui rappelle les petites princesses dans les contes de fées quand on était plus jeune. Vous avez la robe fourreau, vous avez la robe courte. La robe courte est beaucoup plus utilisée pour les mariages civils. Donc, vous allez voir beaucoup plus les robes courtes dans les mariages civils. On a des mariés qui optent qui choisissent le court pour le mariage religieux également. À partir du moment où on est à l'aise dans sa robe et que votre robe vous met en valeur et respecte votre morphologie, le problème ne se pose pas. Donc là, je dirais que la robe de mariée est en train d'être démocratisée, oui, détraditionnalisée. Voilà, absolument. Parce que déjà avant, par exemple, lorsque vous portez une robe blanche, c'est que vous êtes vierge. Voilà. Ah, oui. C'est vrai, parce que je voulais en venir. Oui. En principe, lorsque vous portez une robe blanche, c'est que vous mariez vierge. Et lorsque vous n'êtes plus vierge, la couleur va être blanc cassé. C'est-à-dire lorsque vous êtes déjà en foyer, vous avez déjà des enfants et autres, ça va être du blanc cassé, un peu jaune, un peu voilà. Mais maintenant, c'est juste un effet de mode. Si vous voulez vous marier en blanc, vous mariez en blanc. Si vous voulez vous marier en rouge pétant, ben vous mariez en rouge pétant. Est-ce que là, le sens que revêt même la robe de mariée n'est pas bafoué? Si.
Je vais dire que oui, parce que plus rien n'est respecté. Chacun choisit sa robe en fonction de son envie, de plus en plus maintenant, et en fonction de son environnement. Parce qu'il faut reconnaître quand même que la plupart du temps, les mariés font quand même attention à l'environnement dans lequel elles évoluent pour quand même ne pas choquer. Mais pour celles qui s'assument complètement, ben, elles vont aller dans le décolleté super plongeant, dans le dos extrêmement nu, enfin... Mais est-ce qu'il n'y a pas également des limites à se donner en tant que femme mariée? Vous avez tantôt parlé de décolleté hyper plongeant. Alors c'est... Une mariée. S'il faut respecter les normes, en fait, il faut se baser sur sa morphologie. Donc, par exemple, quand vous avez une poitrine proéminente et volumineuse, vous ne pouvez pas vous permettre normalement de mettre un décolleté ultra plongeant parce que ça va aller à la limite du vulgaire. Donc, voilà. Mais bon, aujourd'hui, quand les gens s'assument, ben, ils y vont, mais ça va ça choque, ça a tendance à choquer. Si l'homme l'accepte, parce qu'il y a des hommes qui aiment que leur femme soit bien vraiment vue, sexy, oui, parce qu'ils ont le plaisir de porter à leur bras une femme sexy. Voilà. Tout à fait. C'est, je dirais, carrément toute une industrie aujourd'hui que revêt le marché de la robe de mariée. Oui, c'est toute une industrie. Et puis, faut reconnaître qu'on commence à suivre un peu la mode nigériane. Au Nigeria, on pète l'argent pour le mariage. En fait, on veut prouver à qui aura le plus beau mariage. Donc, on commence à copier de plus en plus. Et puis, avec l'ouverture sur le monde, les antiques, les mariés ont la possibilité de voir ce qui se fait ailleurs. Donc, on va sur Internet, on cherche. Une mariée aujourd'hui... On a des mariés qui ont plusieurs... filles d'honneur, oui, en fait, parce que c'est une mode anglophone. Des enfants ou... Voilà, c'était des enfants, c'est une mode anglophone. C'est une mode anglophone qui veut qu'on ait une or derrière le Voilà, et puis ça s'est vite copié parce que pour la beauté des photos, ça rend bien, ça fait beau, il y a beaucoup de couleurs. Et on a copié, parce que c'est une mode anglophone, et comme je vous dis, on copie un peu le Nigeria en griffe, ce qui fait que bon, c'est une mode qui se porte très bien. Mais depuis quand cette mode-là dans notre pays? Je vais dire que moi, je l'observe de façon régulière depuis à peu près 5-6 ans. À peu près 5-6 ans, oui. Mais là, aujourd'hui, c'est rare de voir encore des enfants comme Demoiselle depuis 5-6 ans, il faut remarquer que de plus en plus, on a une horte. Mais quelles sont les possibilités qui s'offrent aux clientes du Bénin pour se procurer ces robes de mariée? C'est un marché qui est devenu très, très concurrentiel parce qu'on pouvait compter il y a quelques années le nombre de boutiques de robes de mariée sur Cotonou, mais de plus en plus, il faut reconnaître que le marché s'ouvre et que la concurrence, elle est très serrée. Donc, vous avez de plus en plus de boutiques de vente de robes de mariée, mais de plusieurs standings, en fonction des budgets. Et mieux, le concurrent le plus serré, c'est la friperie. Tenez-vous bien, des robes de mariée. De plus en plus, les mariés préfèrent aller à Misseboko. Oui. Pour acheter leurs robes, et elles ont la chance de trouver quand même de belles robes. À quel prix? Alors, les prix, d'après les retours que moi j'ai reçus de mes clients, peuvent commencer à partir de 10 000 francs. Bon, ça se comprend. Et comme le diraient d'autres, on est dans la rupture. Voilà, à partir de là, 10 000 francs, 25 000, 50 000 en fonction de comment Pendant que dans la boutique, vous avez des robes à 500 000, 300 000. Voilà. Donc, de plus en plus, elles n'ont plus de difficulté à aller vers ce marché-là, à se procurer leurs robes qu'elles font nettoyer et qu'elles portent très rapidement au pressing. Voilà, et personne, on n'y voit que du feu. N'est-ce pas? Alors là, mais parlant de la tendance... Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des robes de mariée tendance? Oui, je peux dire que de plus en plus, la robe sirène est tendance. La robe sirène avec de la dentelle, le dos creux, voilà, est de plus en plus en vue. Les femmes vont beaucoup plus vers ce type de robe. De moins en moins, elles veulent des coupes décolletées de trop, pour certaines. Surtout celles qui sont dans des confections religieuses assez standards et strictes, elles veulent avoir le bras couvert de plus en plus. Pour celles qui ne sont pas dans des confections religieuses strictes, elles osent beaucoup plus la dentelle, les strass, le décolleté plongeant et ainsi de suite. Mais il faut reconnaître que je remarque quand même que la robe sirène est de plus en plus en vue. Mais vous aviez tantôt parlé de la robe princesse, mais là, ça perd...
Ah non, c'est une question de goût. Vous avez la robe princesse, la robe fourreau, la robe courte, la robe sirène, empire, droite et évasée par exemple. Mais il y en a beaucoup, il y a plusieurs. Mais moi par exemple, je me suis mariée en robe princesse. Voilà, mais chaque femme choisit en fait en fonction de ses envies et de ses goûts. Ce qui ne devrait pas toujours être le cas. Voilà, la morphologie. Oui, la morphologie compte beaucoup dans le choix de la robe de mariée parce que, je donne juste un exemple, si vous allez sur la robe sirène qui est très tendance, elle ne va pas à beaucoup de mariés. Elle voit dans les catalogues, c'est très joli, mais ça ne va pas à beaucoup de mariés. N'est-ce pas? Et pourtant, limite on ferait le ridicule parce que vous avez des femmes qui ont une morphologie très... Elles sont très enrobées, avec beaucoup de bourrelets et tout. Et elles se donnent encore plus du volume. Voilà, elles se tassent en fait dans une robe. Elles ne sont pas à l'aise. Et ça se voit. Donc, sur les photos, elles ne sont pas à l'aise. Durant la cérémonie, ça ne fait pas beau. Vraiment. Ça ne fait pas beau. Donc, il faut vraiment tenir compte. Ou bien vous êtes très petite. Il y a des mariés super menus. Et petites de taille, mais qui veulent porter une robe sirène. Il y a un problème. Parce qu'en fait, le fait d'avoir le côté menu et robe droite vous tasse déjà parce que vous êtes petite. Donc, l'avoir... vous montre déjà toute votre morphologie. Voilà, et vous êtes tassé, ça vous plaque à la peau. On ne voit pas le but donc, de la robe princesse sirène. serait mieux peut-être. Princesse serait mieux et courte aussi. D'accord. Courte aussi, ça fait un peu pin-up. Voilà. Tout à fait. Voilà, ça fait un peu petite fille. Ça fait joli pour des femmes menues. Mais quelles sont les matières privilégiées dans la confection? Alors, dans la confection des robes de mariée, généralement, c'est des matières de classe, généralement. Donc, vous allez aller sur de la dentelle, de la soie, des strass, des pierres précieuses, parfois aussi, donc, ou de la broderie. Il y a il y a de la broderie aussi. Donc, c'est vraiment des matières luxueuses qui sont généralement utilisées. Ce qui explique également le coût. Voilà, qui explique généralement le coût. Maintenant, il y a des femmes qui se font confectionner leur robe chez le couturier d'à côté. Et confectionner et acheter directement dans une boutique, qu'est-ce que vous conseillez? Il y a beaucoup de risques à se faire confectionner nos robes. Localement surtout parce que en termes de finition, il n'y en a généralement pas. Il y a des risques que ça ne soit pas de justesse. D'accord. Voilà. Il y a des risques aussi que la robe ne soit pas prête. Exactement. Le jour même. Vous avez lu dans mes pensées. Et là, on court dans tous les sens et on se retrouve à avoir un double budget parce qu'on est obligé d'acheter sur le coup une robe. Vous voyez un peu. Donc voilà. Donc moi, honnêtement, ça dépend. Si elles veulent prendre le risque de coût, tant mieux. Mais moi, je trouve parfois que ça revient quasiment à la même chose. Oui, parce qu'en fait, la matière, elle est chère. Je vois. À moins qu'on veuille acheter une robe en tissu, un tissu classique et se faire jusqu'au une robe et ça va basique. Se faire remarquer en plus systématiquement. Voilà, systématiquement. Parce qu'il y en a qui choisissent juste des matières de robe de soir, ils se font coudre une robe de soir et puis c'est leur robe de mariée, on met un voile et puis... Mais la robe de mariée portée le jour J, après, qu'est-ce que ça devient? Il faut terminer. C'est fini. C'est fini quoi. Fini. On range ça quelque part. On range ça quelque part. On met en location. Alors la robe de mariée, après le mariage, vous encombre la plupart du temps. Donc vous avez une robe... Surtout si elle est volumineuse, qui vous traîne dans la maison, qui prend une place non moins importante dans votre dressing ou dans la maison. Vous avez également le fait que ça se déprécie au fil des années, parce que étant blanche, pour la plupart du temps, ça jaunit. Et ce n'est plus souvent portable. Donc pour celles qui font l'option des robes très simples, elles ont la possibilité de reporter leur robe. Pour une soirée, voilà, s'il y a un peu de couleur encore ou des strass, elles arrivent à reporter leur robe ou à réajuster. Donc s'il y a beaucoup de froufrou, elles enlèvent et puis voilà. Ou si c'est des robes démontables, elles démontent et puis elles arrivent à garder la pièce principale. Alors, vous avez l'option également de faire de la location. Donc il y en a qui placent leur robe dans certaines structures de la place et on les aide lorsqu'il y a des mariages à faire des propositions et la robe, elle est louée. Elle est louée. Il y en a qui vendent aussi. Ah bon, oui, il y en a qui vendent. Il y en a qui revendent leur robe de mariée ou bien passent ça à quelqu'un et font de la location. Merci beaucoup à vous, Tatiana Agboton Soba, voilà, conseillère mode et beauté. On parlait donc avec vous de la robe de mariée. Et on a eu toutes les informations. C'est vrai que le temps n'a pas permis de tout dire, mais on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel. Merci et c'est d'ailleurs avec vous qu'on va mettre un terme au grand rendez-vous de ce soir. Et oui, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais d'abord, suivons ensemble la météo en rappel.
Merci à vous pour déjà l'attention que vous nous avez accordée depuis 19h. On est donc au terme du grand rendez-vous de ce soir. Entre autres, on a reçu sur ce plateau une consultante en TIC pour parler de femmes rurales et du numérique. On a reçu Tatiana tout à l'heure même, à Bouton, pour parler de la robe de mariée. On a parlé également de femmes et des médias. Voilà, on était avec Evelyne Sagboran, journaliste à Radio Bénin à l'AFIA. Voilà donc les différents invités reçus sur ce plateau. On va se retrouver demain, mesdames et messieurs, pour un autre numéro de votre émission, grande émission du soir, le grand rendez-vous. D'ici là, portez-vous très bien.